Bonjour à toutes et à tous. Donc le thème pour trois quarts d'heure, et puis je répondrai à vos questions, mais c'est le bio ou la bio pour nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière. Le titre peut vous paraître étrange parce qu'en France, on a coutume de considérer que le passage d'une agriculture industrielle à l'agriculture biologique se traduit par de moindres rendements à l'hectare. Et donc la question légitime, c'est mais alors du coup, nourrir une population croissante, on n'y parviendra jamais. L'humanité tout entière, c'est aujourd'hui plus de 7,3 milliards d'habitants. On sera 9,5 milliards d'habitants en 2050. Un accroissement de la population de, on va dire, de l'ordre de 40% en 35 ans. Nourrir correctement pour les gens les plus pauvres de la planète, c'est avoir enfin accès à quelques œufs, un peu de lait, un peu de viande. Il y a sûrement des végétariens ici dans la salle, mais sachez que pour beaucoup de gens très pauvres, avoir accès à quelques protéines animales, c'est un critère de qualité. Pour eux, c'est se nourrir enfin correctement. Mais comme il faut entre 3 et 10 calories végétales pour fabriquer une calorie animale, alors vous voyez que s'il commence à émerger, c'est quand même la bonne nouvelle, dans des pays comme la Chine, le Vietnam, des couches modestes mais qui ont un pouvoir d'achat un peu accru et qui peuvent manger désormais, avoir accès désormais à des protéines animales, la demande en production végétale pour nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière va sans doute plus que doubler là dans les 35 ans qui viennent. Alors du coup, la question devient encore, est-ce que l'agriculture biologique serait capable de répondre à ce défi? Je laisse le suspense, la réponse va intervenir. Alors, nourrir correctement, donc pour les populations pauvres, ça veut dire souvent accès à quelques protéines animales. Chez nous, nourrir correctement, ça veut dire éviter les salmonelloses, éviter les listérioses. Remarquez ici, les populations pauvres pouvaient aussi éviter ce genre de maladies, ce serait quand même très bien. Donc pour l'humanité tout entière, on va éviter les maladies microbiennes. Il faut être honnête, dans un pays comme la France, salmonellose, listériose et autres maladies ainsi microbiennes, ça a considérablement disparu, ou en tout cas ça s'est considérablement amoindri, et ça explique qu'en large part la hausse de l'espérance de vie totale dans un pays comme la France. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans un pays comme la France, ce n'est plus tant les listeria et les salmonelles, le problème c'est les hormones dans le lait, les antibiotiques dans la viande et les perturbateurs endocriniens, les molécules pesticides dans les résidus de fruits, enfin dans les fruits et légumes. Alors les antibiotiques, par exemple dans la viande, ça introduit des antibiorésistances. À force d'ingurgiter des antibiotiques, quand on a besoin d'en avoir pour guérir certaines maladies, on ne peut plus nous guérir parce qu'on y est accoutumé, se sont développés des résistances. Donc ça, c'est pas très bon signe. Et les perturbateurs endocriniens, il y en a beaucoup dans les résidus pesticides dans nos fruits et légumes. C'est l'annonce, une prédiction scientifique. Il est quand même annoncé que pour la jeune génération qui a été exposée depuis in utero jusqu'après la puberté à ces perturbateurs endocriniens, même à faible dose, mais une exposition prolongée, on lui annonce à cette jeune génération une espérance de vie en bonne santé de 10 ans inférieure à ceux de ma génération qui, quand nous étions fœtus, n'étions pas exposés à ça. Alors c'est une prédiction scientifique, et mes contradicteurs de l'Union interprofessionnelle des protections des plantes, vous pouvez traduire Union interprofessionnelle des produits pesticides, me disent, Monsieur Dufumier, ce que vous racontez là, les 10 ans d'espérance de vie en bonne santé inférieurs à ceux de ma génération, c'est-à-dire en bonne santé, ça veut dire sans Alzheimer, sans Parkinson, sans cancer de la prostate, sans cancer du sein, sans leucémie, sans lymphome. Ces maladies du vieillissement qui interviendraient donc plus précocement dans la jeune génération du fait de cette exposition aux perturbateurs endocriniens. Eh bien, l'UIPP me dit ce n'est pas statistiquement avéré. Et je me dois de répondre, vous avez raison, ce n'est pas statistiquement avéré. Il nous faut attendre encore 45-50 ans pour vérifier si la moyenne d'âge d'apparition de Parkinson chez les gens de ma génération sera bien 10 ans plus tardive
que chez la nouvelle génération. Pour autant, ne conviendrait-il quand même pas de s'interroger, puisque c'est quand même démontré, ceux qui connaissent bien les molécules, ceux qui connaissent bien le fonctionnement des glandes endocrines, des glandes hormonales, la physiologie du corps humain, nous le démontrent. On ne va pas attendre 45 ans avant de prendre nos dispositions, et une agriculture qui nous exposerait moins à ces molécules-là, ce serait peut-être un vrai défi, nourrir correctement la population tout entière. Durablement, nourrir durablement l'humanité tout entière, c'est, moi on m'enseignait la fertilité des sols. Il ne faudrait quand même pas que si on veut accroître le rendement aujourd'hui, on le fasse au détriment de la fertilité des sols, et la génération d'après aura des sols amoindris, aux potentialités productives amoindries, ce serait quand même assez grave. Aujourd'hui, le concept de fertilité, vous pouvez l'élargir à l'environnement entier, à l'agroécosystème, à l'écosystème aménagé par les agriculteurs, et la principale menace dans un pays comme la France aujourd'hui, plus encore que la fertilité des sols, c'est la surmortalité des abeilles. La surmortalité des abeilles, c'est une production de miel qui a diminué de moitié en 15 ans, et c'est surtout la menace sur la fécondation des pommiers, des poiriers, du tournesol, du colza et d'un très grand nombre de plantes. Et là, on n'a pas encore atteint le seuil, mais vous savez qu'aux États-Unis, dans certaines régions, eh bien déjà, on est obligé de payer des apiculteurs pour déplacer leurs ruches, non pas pour produire du miel, mais pour enrayer la chute de fécondation des arbres fruitiers. Donc on n'y est pas encore en France, on n'en était pas très loin, il faudra quand même veiller à ce que ce genre de choses n'interviennent pas. Dans aucun pays du monde, il faudra partout dans le monde reproduire les potentialités productives des écosystèmes. Voilà, nourrir correctement, c'est aussi la qualité gustative. Puis nourrir correctement, c'est quand même effectivement l'équilibre calories, protéines, vitamines, minéraux, fibres, antioxydants dans chacun de nos repas. Voilà le défi. Le défi, c'est de nourrir correctement et durablement 9 milliards 500 millions de personnes en 2050. Le contexte, vous le connaissez, il n'est pas drôle, c'est le réchauffement climatique global. Alors, il faut s'adapter. Les agriculteurs du monde entier vont devoir s'adapter au réchauffement climatique. Ce n'est pas forcément simple. Accélérer les vendanges, bon, oui, on voit bien. Les vendanges, au cours des 30 dernières années, ont été en moyenne 10 jours plus précoces que les 30 années antérieures. Je dirais, ça c'est le plus facile. La qualité d'un bon vin, appellation d'origine contrôlée liée à un terroir, si le climat change, le terrain ne change pas, mais le microclimat change, il va falloir, pour conserver la qualité d'un terroir, là il va falloir être bon. Et puis, plus compliqué, avec le réchauffement climatique en France, on voit qu'il y a un déplacement des animaux sauvages, du sud vers le nord. Les oiseaux, certains oiseaux, c'est 250 km déjà, depuis, on va dire, une trentaine d'années. Les papillons, certains papillons, c'est 100 km. Et on est en train de découvrir que les oiseaux qui sont déplacés de 250 km ne trouvent plus les chenilles pour se nourrir, et les chenilles qui ne sont plus bouffées par les oiseaux commencent à proliférer, et du coup, c'est des ravageurs en culture. Donc, vous voyez que ça va devenir compliqué. Il va falloir s'adapter en tenant compte de bouleversements écologiques qui sont déjà en début, de commencement. Donc, l'adaptation ne sera pas simple. Et en plus, on nous annonce, c'est clair, une fréquence et une intensité accrue des accidents climatiques. C'est-à-dire des printemps pluvieux comme ce qu'on vient de voir, on nous les annonce plus pluvieux, et plus fréquemment, et même parfois plus pluvieux, et les sécheresses, pareil, les canicules identiques, les inondations, dans certains pays, les cyclones, un climat de plus en plus aléatoire, et un climat de plus en plus aléatoire, si on veut que nos agriculteurs conservent un revenu décent et continuent de produire pour nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière, il va falloir diversifier les systèmes de production qu'on dit plus résilients dans notre jargon, c'est-à-dire que quand intervient l'accident climatique, ce ne soit pas la faillite. Vous savez, le vieil adage paysan, c'est ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. S'il arrive un accident climatique qui affecte lourdement une production,
ben au moins, on pourra quand même récolter avec d'autres, on pourra avoir un élevage, tous les revenus ne seront pas affectés, et on pourra survivre, et ce sera pareil pour les écosystèmes. Si un cyclone intervient, si une canicule intervient dans une région, l'idée c'est que tout l'écosystème ne soit pas affecté, et que certaines productions, certaines activités dans cet écosystème soient moins affectées que d'autres, et l'écosystème pourra retrouver un relatif équilibre écologique après un nombre d'années pas trop élevé. Voilà les enjeux, le contexte. Comment va-t-on y arriver? Alors d'abord, première chose, contrairement peut-être à certaines de vos hypothèses, si aujourd'hui, sur les 7,3 milliards d'habitants, il y en a 800 millions qui souffrent de la faim, c'est-à-dire qui n'ont pas tous les jours les 2200 kilocalories, et s'il y a 1 milliard d'autres qui souffrent de carences nutritionnelles, carences en protéines, vitamines, minéraux et autres, cette faim qui existe déjà, cette malnutrition qui affecte un grand nombre de gens, est-ce que ça a à voir avec un manque de nourriture disponible à l'échelle mondiale? La réponse, elle est catégorique, rien à voir. Pour nourrir correctement, modestement j'en conviens, mais quand même, avec quelques œufs, un peu de lait, un peu de viande. Mais pour nourrir correctement un habitant dans le monde, il faut produire de l'ordre de 200 kg de céréales par habitant et par an, ou son équivalent, pommes de terre, manioc, igname. La production mondiale est d'ores et déjà de 330 kg par habitant et par an en moyenne. Donc on est bien au-delà de ce qui est nécessaire pour que tout le monde soit correctement nourri dans le monde. Or, je vous disais, il y a 800 millions de gens qui ont faim, qui n'ont pas leurs 2200 kilocalories, le ventre tenaille, et évidemment, ne trouvant pas l'énergie alimentaire dans l'alimentation, ils ne peuvent pas dépenser l'énergie le lendemain, retourner au travail avec la même ardeur. Alors, pourquoi y en a-t-il autant alors que la nourriture existe? Ben, la réponse, vous la devinez, c'est la pauvreté, c'est le manque de pouvoir d'achat. Et ça, c'est vrai dans tous les pays. S'il y a des gens qui fréquentent les restaurants du cœur en France, c'est pas que la France ne produit pas assez, la France exporte. C'est qu'il y a des gens dont le pouvoir d'achat ne permet pas d'acheter cette nourriture et de nourrir correctement la famille. C'est vrai au Brésil. Quand au Brésil, vous avez des gens dans les bidonvilles qui ont faim, ce n'est pas que le Brésil ne produit pas assez. Le Brésil produit du maïs, il produit du soja, il produit de la viande et il l'exporte. C'est qu'il y a des Brésiliens trop pauvres pour acheter une nourriture pourtant produite au Brésil et qui du coup sera exportée vers des marchés solvables, y compris nourrir nos cochons, les cochons bretons, les cochons néerlandais. Et c'est la pauvreté qui en est à l'origine. Et c'est vrai aussi de gens en Côte d'Ivoire qui produisent du café, du cacao, et là ils ne dégagent pas des revenus suffisants pour acheter une nourriture qui n'est pas produite chez eux, ça c'est vrai, mais ils n'arrivent pas à l'acheter sur les marchés internationaux. La vente du café, du cacao, de la vanille ou des bananes ne permet pas aux paysans d'acheter de quoi manger. Et donc c'est cette pauvreté-là qui est à l'origine de la faim et de la malnutrition. C'est la pauvreté des paysans, la pauvreté de gens qui ont rejoint les bidonvilles. Figurez-vous, c'est la pauvreté de paysans dans les pays du Sud qui ont été concurrencés par nos excédents de poudre de lait, de poulet bas de gamme, les poulets de 40 jours, les abattoirs qui viennent de fermer en Bretagne, le sucre et les céréales à peine panifiables, le blé à peine panifiable, ça concurrence les paysanneries qui là-bas travaillent à la main. L'immense majorité des gens qui ont faim et souffrent de malnutrition dans le monde sont des gens qui sont concurrencés par nos excédents de produits standards issus de l'agriculture industrielle. Juste pour dire, on pourra éventuellement peut-être produire moins, mais mieux. Vous allez voir, ce ne sera pas faire du tort aux pays du Sud que de revoir notre agriculture vers une agriculture bio, même s'il est vrai qu'en France, le passage au bio se traduit en règle générale, à l'exception de la permaculture, mais en règle générale par une baisse des rendements. Qu'est-ce qu'on fait des 130 kilos excédentaires? Puisqu'on produit de l'ordre de 330 kilos de céréales ou d'équivalent céréales par habitant et par an, et on n'en a besoin que de 200
pour nourrir correctement l'humanité tout entière. Qu'est-ce qu'on fait de ces 130 kilos? Ben, il y a des gens riches qui achètent cette alimentation qui échappe à des pauvres et qui l'achètent pour le mettre à la poubelle. On ne termine pas dans l'assiette, on avait mis dans le frigo, la date de péremption est passée, et hop, on jette à la poubelle sans même avoir déballé. C'est vrai aussi des grandes surfaces, à qui on vient seulement d'interdire depuis 2 mois de javeliser les produits excédentaires une fois passée la date de péremption. C'est vrai dans certaines cantines. Et puis c'est vrai qu'une partie de la production qui échappe aux gens les plus pauvres sert à nourrir des cochons, sert à nourrir des volailles, sert à nourrir des animaux qui sont peut-être en surnombre. Mais il y a des cochons solvables capables d'importer, c'est les aliments du bétail, les industries aliments du bétail solvables, importent du soja du Brésil, alors que les Brésiliens, pour certains, ont faim. Et puis en volume croissant, il a de la nourriture qui échappe à des pauvres qui ont faim pour donner à boire à nos voitures, à nos avions. Il y a du maïs, il y a du sucre, il y a de l'huile de colza qui sert à fabriquer de l'éthanol ou de l'agrodiesel comme agrocarburant pour faire fonctionner nos voitures et nos avions. Mais c'est les écarts de revenus à l'échelle mondiale qui expliquent la faim et la malnutrition. Ce n'est pas l'insuffisance de production, du moins à l'échelle mondiale. Alors la conclusion pour ce qui est de l'agriculture française serait à peu près la suivante. Nous, on pourrait se permettre de produire moins des produits standards et de produire mieux, et mieux, c'est-à-dire sans hormones dans le lait, sans antibiotiques dans la viande, sans perturbateurs endocriniens dans nos fruits et légumes. Et là-bas, dans les pays du Sud, serait-il possible là-bas, par eux-mêmes, les peuples là-bas, de produire plus pour eux, sans avoir à dépendre de nos excédents, et par quelle voie est-ce que l'agriculture biologique permettrait là-bas, dans les pays pauvres, de produire davantage? Je parle surtout pour les pays déficitaires, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, les pays qui sont dans des conditions, vous savez, difficiles, là où parfois même on envoie des troupes, parce que les gens sont pauvres, se disputent des ressources, et commencent parfois même des guerres civiles. Alors la réponse va être un petit cours, si vous m'autorisez, d'agroécologie. Oui, il est possible, par des voies biologiques, de produire intensément à l'hectare en faisant un minimum d'usage d'énergie fossile et sans agrotoxiques. Et ça demande quelques petites explications. Alors, allons-y. Dans notre nourriture, on a besoin d'énergie, 2200 kcal minimum par jour, c'est indispensable pour aller travailler. Là, je suis en train de m'agiter devant vous, je dépense de l'énergie, mais j'ai mangé ce matin, j'ai eu mon énergie dans l'alimentation au petit déjeuner, je peux la dépenser sans avoir faim, sans problème majeur. Donc cette énergie, je la trouve dans l'alimentation. Mais d'où nous vient l'énergie qu'on trouve dans l'alimentation? Première bonne nouvelle, c'est le soleil. L'énergie alimentaire, c'est la plante qui a transformé l'énergie solaire en énergie alimentaire. On appelle ça photosynthèse. Les rayons du soleil tombent sur une feuille et la plante qui intercepte cette énergie solaire peut transformer cette énergie solaire en énergie alimentaire. Et du coup, la première suggestion qui serait la mienne, dans tous les pays du monde, France comme les pays du Sud, ne pas perdre ces rayons du soleil qui ne coûtent rien, faire l'usage le plus intensif, je fais exprès d'employer le mot intensif, l'usage le plus intensif d'une ressource naturelle renouvelable, il n'est pas annoncé de pénurie de rayons du soleil avant 1,5 milliard d'années. Donc faisons pour en faire un usage intensif, ça veut dire couverture végétale maximale la plus forte possible, pas un rayon du soleil ne doit tomber à terre, tous les rayons du soleil doivent tomber sur un feuillage capable de transformer l'énergie solaire en énergie alimentaire. Et en toute saison, hiver, printemps, été, automne, et dans les pays tropicaux, saison des pluies et saison sèche, est-ce qu'on pourrait, en saison sèche, avoir encore des feuilles vertes capables d'intercepter l'énergie solaire et de transformer ça en énergie alimentaire. L'énergie alimentaire, c'est du sucre, c'est de l'amidon,
C'est des huiles. C'est la partie énergétique de notre alimentation. Ce sont des hydrates de carbone. Sucre, amidon, huile. Et vous entendez carbone. Où la plante trouve-t-elle le carbone pour fabriquer le sucre, l'amidon et les huiles? Dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Y a-t-il pénurie annoncée de gaz carbonique dans l'atmosphère? Pas du tout. C'est un gaz à effet de serre. Du coup, si les agriculteurs du monde entier peuvent faire un usage intensif de ce gaz carbonique, la plante prend le carbone, libère l'oxygène, fabrique du sucre, de l'amidon, des huiles, peut-être même de la paille, des résidus de racines. Et si c'est correctement enfoui, de l'humus, alors je suis pour l'agriculture intensive. Faire l'usage intensif de l'énergie solaire et ressources renouvelables, du gaz carbonique de l'atmosphère qui est en quantité pléthorique, l'agriculteur contribuerait à amoindrir ce réchauffement climatique, à l'atténuer, et en plus, il nous fabriquerait notre ration alimentaire énergétique et séquestrer du carbone dans les sols. Je suis franchement pour. Sauf que, pour que le gaz carbonique rentre dans la plante, il faut qu'elle rentre dans la plante pour que la plante puisse prendre le carbone et relibérer l'oxygène pour nos poumons. Et la plante, le gaz carbonique rentre dans la plante par des petits trous. Ce sont les petits trous par lesquels la plante transpire. La plante, elle est comme nous. Quand il fait chaud, quand il fait sec et qu'il y a du vent, nous transpirons. Par les pores de la peau, nous évacuons notre sueur, nous transpirons. Eh bien, la plante, c'est pareil, elle transpire par des petits trous, et c'est par ces mêmes petits trous qu'elle parvient à prendre le gaz carbonique. Mais la plante, à la différence de nous, quand il fait chaud, sec et qu'il y a du vent, il nous faut boire tout de suite. Sinon, on meurt de déshydratation. La plante, elle a cette capacité que nous n'avons pas. Quand il fait chaud, sec et qu'il y a du vent, elle va d'abord transpirer davantage. Et si elle ne trouve pas assez d'eau à boire dans le sol, elle a une capacité de résistance que nous n'avons pas. Elle va arrêter de transpirer pour ainsi conserver son eau et résister au stress hydrique. C'est comme ça qu'on parle, les agronomes, résistance au stress hydrique. C'est-à-dire que s'il y a un manque d'eau, elle va résister à ce manque d'eau en cessant de transpirer. Ça peut durer quelques jours. Pour certaines plantes, ça peut durer quelques semaines. Et pour de rares plantes, ça peut durer quelques mois. Et nous, on ne sait pas faire ça. Elle sait le faire. Sauf que, justement, quand elle manque d'eau, elle va cesser de transpirer et fermer les orifices par lesquels elle transpire. Le problème, c'est qu'elle est en train de fermer aussi les petits trous par lesquels elle pouvait intercepter le gaz carbonique, prendre le carbone et relibérer l'oxygène. Donc un champ de maïs du sud-ouest de France, l'hiver, le sol est à nu, les rayons du soleil tombent à terre. C'est pas génial. Au mois d'avril, mai, ça y est, c'est semé. Mais entre les rangées de maïs, beaucoup de rayons du soleil tombent entre les rangées de maïs. Vraiment, c'est pas génial. Et quand au mois d'août, ça y est, le maïs recouvre la totalité de la surface de la parcelle, tous les rayons du soleil tombent enfin sur le feuillage, ben oui, mais c'est raté. On est au mois d'août, il ne pleut pas beaucoup, il y a un manque d'eau dans le sol, et le maïs va arrêter la photosynthèse. Ça s'appelle avoir tout faux. Sauf si vous dites, non, on va commencer à irriguer, on va pomper dans la nappe phréatique, qui descend d'année en année, on va pomper dans les fleuves, tant pis pour les poissons, il n'y aura plus de débit d'étiage. Vous l'avez compris, ça s'appelle quand même avoir tout faux. Cette agriculture industrielle, elle n'est pas forcément ce qui est le plus génial. Mais donc l'important, c'est de faire en sorte que toute l'eau de pluie soit emmagasinée dans le sol, puisse rester en réserve, excusez, pour qu'au mois d'août, pour que dans les périodes de sécheresse, il y ait encore de l'eau disponible pour les plantes et qu'elles puissent poursuivre la photosynthèse. Ça veut donc dire que rien de l'eau de pluie ne doit ruisseler. Il faut lui mettre des barrières. On va remettre des haies. Le mieux encore, c'est la couverture végétale. L'eau commence à descendre. Avant même de prendre du
poids et de la vitesse, c'est arrêté par une feuille, plus tard par une racine, plus tard par un ver de terre, ça finira par s'infiltrer. Il faut que toute l'eau de pluie s'infiltre pour être emmagasinée dans le sol. Couverture végétale la plus totale possible et la plus permanente possible. Il faut que le sol soit poreux pour que l'eau s'infiltre. Alors là, moi, on m'avait enseigné quand j'étais jeune le labour. Le labour, ça rend un sol poreux, ça favorise l'infiltration. Sauf que, aujourd'hui, on sait qu'un excès de labour, si vous oxygénez trop le sol, si vous oxydez trop le carbone de l'humus du sol, le carbone va retourner à l'état de gaz carbonique, c'est un gaz à effet de serre. Du coup, aujourd'hui, on pense technique culturale simplifiée. Certains même pratiquent zéro labour. C'est le ver de terre qui va rendre le sol poreux. C'est la biologie des sols, la biologie, la micro, la méso, la macrobiologie, mais surtout micro et mésobiologie, qui va creuser des galeries, permettre des fentes de retrait, et le sol va devenir poreux. C'est une nouvelle technique, j'en conviens, ça va nous dispenser du labour. Il faut que l'eau qui parvient à s'infiltrer reste à la hauteur des racines et n'aille pas tout de suite en profondeur, seul un excès en profondeur. Alors là, il faut retenir l'eau à proximité des racines. Qu'est-ce qui retient l'eau dans un sol? C'est l'argile et l'humus. On ne peut pas enrichir un sol en argile. Un sol sableux resterait un sol sableux. Mais on peut enrichir un sol en humus. L'humus, c'est beaucoup de carbone. C'est le carbone de la photosynthèse qui reste dans la paille, qui reste dans les racines. Quand la récolte est achevée, les microbes vont commencer à décomposer cette paille, à décomposer ces résidus de racines, fabriquer des corps microbiens et fabriquer de l'humus. Sauf que les microbes qui font ça, s'ils n'ont pas aussi un peu d'azote, ben, ils arrêtent le boulot. Parce que l'humus, c'est 50% de carbone, et c'est de l'ordre de 5% d'azote. Oui, en agriculture, on a aussi besoin d'azote, notamment pour fabriquer de l'humus, les microbes en ont besoin, mais plus encore, nous en avons besoin pour fabriquer des protéines. Parce que la première urgence, c'est les calories alimentaires. La deuxième nécessité, c'est les protéines. Tous les jours, il nous faut avoir des protéines dans notre alimentation. C'est un constituant essentiel du corps humain, de tous les tissus du corps humain, les muscles, le sang, les os, les cheveux, les larmes, les ongles, etc. Et tous les jours, il nous faut en réingurgiter, parce que ces mêmes tissus, une fois usés, libèrent l'azote en particulier dans l'urine, les excréments, la sueur, les larmes, mais on est obligé de renouveler à chaque fois nos tissus du corps humain et d'ingurgiter des protéines. Et les protéines, c'est les hydrates de carbone sur lesquels il faut rajouter de l'azote. L'azote, où le trouve-t-on? Dans l'air. Quel pourcentage? 79%. Combien de siècles avant une pénurie? Des millénaires. Donc je vous suggère que nous fassions là aussi l'usage le plus intensif de l'azote de l'air pour fabriquer nos protéines. Il y a plusieurs voies. L'une, celle de l'agriculture industrielle. Alors, ce que j'ai oublié de dire, rajouter de l'azote sur un hydrate de carbone pour fabriquer des protéines, c'est coûteux en énergie. Alors, une des méthodes, on veut que nos blés soient riches en protéines pour que ce soit facilement panifiable. Attention quand même au gluten, hein. Mais pour que ce soit riche en protéines, eh ben, on va apporter des engrais azotés de synthèse, de l'urée, de l'ammonitrate, du sulfate d'ammonium, fabriqués avec du gaz naturel russe. C'est pas très intelligent. L'énergie fossile, c'est fossile. Il nous faut une agriculture économe en énergie fossile. Ce n'est donc pas cette agriculture industrielle qui emploie de l'énergie fossile pour fabriquer des engrais azotés de synthèse, qui eux-mêmes sont très émetteurs de protoxyde d'azote, gaz à effet de serre. Ça, c'est la voie désuète, c'est la voie du passé. Y a-t-il une alternative? La réponse est oui. Vous avez dans tous les pays du monde des plantes qu'on dit de l'ordre des légumineuses. Alors, pour vous donner un exemple, si vous voulez alimenter des vaches, des chèvres, vous appellerez ça luzerne, trèfle,
sainfoin, lotier, veste. Si vous voulez nourrir des cochons, appelez ça soja, lupin, févrole, pois fourragés. Et si vous voulez directement, pour notre alimentation, ce sont les légumes secs, les pois chiches, les fèves, les lentilles, les haricots, les petits pois, etc. Mais si vous êtes au Sénégal, appelez ça arachide. Si vous êtes au Congo, appelez ça pois Congo. Au Mali, pois bambara. Mais dans tous les pays du monde, il y a des plantes de l'ordre des légumineuses capables d'intercepter directement l'azote de l'air pour fabriquer des protéines. En fait, c'est des microbes. Excusez. C'est des microbes qui les aident à faire ça. Mais les microbes interceptent l'azote, parasitent l'énergie de la plante, l'énergie de la photosynthèse, et parviennent à intercepter l'azote de l'air, fabriquer les premiers composants des protéines et les refiler à la plante que le microbe a parasité. Donc ces plantes sont riches en protéines et une fois récoltées, dans les résidus de racines, il y a de l'azote qui va fertiliser le sol en azote pour l'année suivante. Quand certains agriculteurs dans la brie sèment du blé et entre les rangées de blé sèment des lentillons, figurez-vous, c'est génial. Pas un rayon de soleil ne tombe à terre, puisque les rayons de soleil qui ne sont pas tombés sur les feuilles de blé tombent quand même un peu plus bas sur les feuilles de lentillons. Donc ça va fournir des calories, le blé, ça va fournir des protéines, le lentillon, et quand ce sera récolté, le microbe qui commence à décomposer le carbone de la paille trouve l'azote des résidus de racines du lentillon juste à côté. Et le microbe trouve le bon dosage carbone, azote pour fabriquer de l'humus. Et cet humus, ça va retenir l'eau du sol. Ça va permettre d'allonger la photosynthèse. Même au mois d'août, il y aura encore des feuilles vertes capables de fabriquer de l'énergie alimentaire parce que l'humus aura retenu l'eau du sol. Donc ça, je vais vous dire, arriver à fabriquer de l'humus, bon dosage, carbone, azote, sans même mettre du fumier, c'est quand même assez génial. Remarquez, je suis quand même un ardent défenseur du fumier. Si on pouvait, pour des raisons très objectives, si on pouvait mettre les animaux sur la paille, l'azote de l'urine rejoindrait le carbone de la paille, ça s'appelle fabriquer du fumier, et le fumier, ça permet de fabriquer de l'humus. Alors qu'aujourd'hui, les animaux en Bretagne ne sont plus élevés sur la paille, les pailles sont dans le bassin parisien. Donc ils sont élevés sur le béton, les urines et les effluents s'écoulent, ce n'est pas du fumier, c'est du lisier. Et même si vous voulez fertiliser avec ça, ça s'écoule, ça fait de très belles algues vertes sur le littoral breton. Et on a été, pour alimenter nos animaux en protéines, acheter du soja brésilien, argentin ou états-unien, l'azote qui fertilise les algues vertes du littoral breton, c'est de l'azote de l'air brésilien, fixé par une légumineuse, le soja, importé en France, donné à des animaux en surnombre, qui ne sont plus mis sur la paille, qui urinent dans des proportions que vous imaginez bien, et ça s'écoule, ça fertilise des algues vertes. Aller chercher l'azote au Brésil pour fertiliser des algues vertes, ça s'appelle avoir tout faux. D'autant plus que dans le bassin parisien, il n'y a plus de fumier, parce qu'il n'y a plus d'élevage, il y a un excès de paille, le microbe a du mal à décomposer la paille parce qu'il n'a pas sa ration d'azote. Du coup, à défaut de pouvoir fabriquer de l'humus et à défaut de pouvoir fertiliser nos blés avec de l'azote biologique et légumineuse, on va aller chercher du gaz naturel russe pour fabriquer des engrais azotés de synthèse très émetteurs de protoxyde d'azote. N'appelez pas ça circuit court. Alors, la solution, évidemment, va être de gérer en circuit court les céréales associées à des légumineuses, les tubercules aussi, pourquoi pas, associer l'agriculture et l'élevage et remettre les animaux sur la paille, à apprendre à refabriquer du fumier. Alors, dernière petite partie du cours d'agroécologie, on a besoin de calcium pour les os, de potassium pour la santé, de phosphore pour phosphorer, pas seulement, en tout cas, et d'oligo-éléments. La plante aussi a besoin de ces éléments minéraux. Plus on en récolte, moins il en reste dans le sol, plus il faudra en remettre. Alors là, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Calcium, il fallait ce calcaire, on n'en manque pas. Potassium, apparemment, il n'y a pas péril. Mais le phosphore, il y a des experts qui nous annoncent que d'ici 3-4 décennies,
mines de phosphate ne sont pas complètement épuisées, mais le coût d'exploration de nouvelles mines de phosphate et le coût d'exploitation de ces mines de phosphate va devenir très coûteux. Et d'ailleurs, d'ores et déjà, les pays qui ont des mines de phosphate le font payer cher, cette rareté à venir. Les prix des engrais phosphatés, eh bien, évidemment, augmentent bien plus vite que l'inflation moyenne, bien plus vite que les prix des produits agricoles. Pour les agriculteurs, il y a bien un ciseau des prix qui va les inviter à moins de mettre d'engrais phosphatés, moins d'engrais azotés de synthèse, on en a parlé, on va remettre des légumineuses, et moins d'engrais phosphatés. Alors déjà, si on pouvait éviter que les phosphates rejoignent la mer, c'est-à-dire les effluents d'élevage, hop, on recycle, le phosphore de nos effluents, enfin les effluents d'élevage au moins, sera recyclé, économie circulaire, recyclage. Où pourrait-on trouver du phosphore ailleurs? Alors, il y en a même beaucoup, mais dans des doses très faibles, entre nous et le magma. La roche, le granit, le calcaire, le schiste, il y a ces éléments minéraux dans les silicates, mais évidemment à des teneurs qui sont moindres que dans des mines de phosphate. Et puis si on veut utiliser ces roches pour fertiliser, on est obligé de le réduire en poudre. Certains agriculteurs en bio le font, utilisent de la poudre de roche, mais vous l'avez compris, fabriquer de la poudre de roche, c'est très coûteux en énergie. Tant qu'on dépend encore de l'énergie fossile, ce n'est pas la solution. Dans 60 ans, dans 2 générations peut-être, mais en tout cas, ce n'est pas pour le court, moyen terme. Par contre, en sous-sol, quand même, il y a à chaque fois, la roche est altérée par le climat, les silicates sont hydrolysés et libèrent le calcium, le potassium, le phosphore, les oligo-éléments. Mais ce n'est pas accessible à une racine de blé, parce que ça se passe en profondeur. Ça peut être accessible à des racines d'arbres. Si les arbres ont des racines profondes, au moment où la roche est altérée, libèrent les éléments minéraux. Les éléments minéraux sont interceptés par les racines, ça remonte avec la sève, ça va se fixer dans les feuilles, les feuilles tombent à terre, ça fertilise la couche arabe. Oui, nous allons remettre des pommiers dans la prairie. Les pommiers fertilisent la prairie. Oui, nous allons remettre des haies. Nous allons remettre des haies pour faire brise-vent. Nous allons remettre des haies pour empêcher l'inondation. Nous allons remettre des haies pour fertiliser nos champs. D'ailleurs, il y a des agriculteurs qui mettent des haies, qui élaguent, pour éviter l'ombrage, élaguent les haies tous les ans, coupent les rameaux en petits morceaux, étendent à même le sol ce qu'on appelle du bois raméal fragmenté, vous lirez de temps en temps BRF, et les tendent et fertilisent leurs champs avec du bois raméal fragmenté. Ça apporte le carbone de la photosynthèse, ça fabriquera de l'humus, ça apporte la sève avec ses éléments minéraux, et se décompose des champignons, et dans ces champignons, il y en avait quelques-uns qui se développent, c'est humide, hein, le bois raméal fragmenté en étant humide. Donc se développent des champignons qui s'attaquent à la lignine, et certains de ces champignons sont des champignons qu'on qualifie de mycorhiziens, très filamenteux, parviennent à débusquer des éléments minéraux qui sont dans la couche arable, mais qui ne sont pas assimilables par les plantes, pas directement assimilables, parce que coincés entre les feuillets d'argile. Vous savez, avant qu'il y ait l'agriculture, il y avait de la forêt. Et la forêt pompait les éléments minéraux de la profondeur, et les feuilles mortes fertilisaient la couche arable. Et bien dans les sols qui n'ont pas été érodés, ces éléments minéraux n'ont pas disparu. Sauf que ces éléments minéraux ne sont pas assimilables par les plantes, parce que coincés entre les feuillets d'argile. Et bien vous avez des champignons, qu'on qualifie champignons mycorhiziens, qui sont capables de les intercepter, parfois même de les solubiliser, et parfois même, quand le champignon s'incruste dans la racine de la plante, de les refouler, de les refiler directement à la plante parasitée. Et donc aujourd'hui, l'agriculture moderne de demain, ben vous l'avez compris, ça va être la couverture végétale maximale des sols, association de culture, ça va être effectivement l'infiltration de l'eau dans le sol, rien ne doit ruisseler, ça va être dans nos associations rotation et les assolements, l'introduction de légumineuses capables de fixer l'azote par la voie biologique, sans engrais azotés de synthèse, sans recours à l'énergie fossile, sans émettre de protoxyde d'azote. Ça va être l'utilisation d'arbres et d'arbustes qui vont participer à la fertilisation.
Et on va utiliser très largement les champignons mycorhiziens qui vont nous permettre d'aller débusquer des éléments minéraux qui sont dans la couche arabe, peuvent être refilés à la plante sans qu'on ait besoin d'engrais de synthèse. Le petit cours d'agroécologie est terminé, et peut-être la question allait, mais au fond, ce que je viens de raconter, c'est pas l'agriculture bio par hasard? Oui, l'agriculture biologique, elle est invitée à faire l'usage le plus intensif des ressources naturelles renouvelables, gratuites, pléthoriques, le gaz carbonique. Elle est invitée à faire l'usage le plus astucieux de l'eau de pluie. C'est ça qui est la difficulté. Elle est invitée à utiliser les légumineuses. Alors, je vous dis tout de suite, dans les rivières, il y aura des cyanobactéries. Il y a d'autres éléments capables de fixer l'azote de l'air pour fertiliser un sol en azote si le sol est tout boueux, sans air. Mais en tout cas, utiliser des méthodes biologiques pour fixer l'azote de l'air, fabriquer nos protéines. Évidemment, chercher les éléments minéraux grâce aux arbres, l'agroforesterie, les haies et autres. Et puis, vous l'avez peut-être compris, la haie, elle peut héberger des coccinelles. Et si la haie héberge des coccinelles, il y aura moins de pucerons. Et s'il y a moins de pucerons, vous ne mettrez plus de pesticides. Et si dans la bande enherbée, il y a des carabes qui vont s'attaquer à vos limaces, vous ne mettrez plus de pesticides. Et si dans le petit bois, vous avez encore des mésanges qui vont dévorer les larves du carpocaps, vos pommiers, vous pourrez les produire en bio. Je veux dire, oui, l'agriculture moderne de demain, elle est capable de faire une... Alors, il faut être honnête, chez nous, quand on passe de l'industriel à du bio, dans un premier temps, le rendement diminue, à l'exception de la permaculture. Mais le rendement diminue. Vous faites du colza bio, vous avez les insectes piqueurs-suceurs, mutants, résistants aux pesticides du voisin, qui prolifèrent. Vous n'avez plus de coccinelles pour le neutraliser, là oui, votre rendement diminue. Tant que nos écosystèmes n'auront pas retrouvé leur potentialité productive, tant qu'ils seront détériorés par les mutants de pesticides et tous les déséquilibres écologiques, effectivement, chez nous, le passage se traduit par un moindre rendement. Mais pas toujours une moindre valeur ajoutée. Pour le colza, oui. Et pour les blés, et surtout pour le lait. Si vous avez une moindre production de lait à l'hectare, la valeur ajoutée, c'est-à-dire le produit brut, rendement multiplié par le prix, vous retirez les valeurs détruites. Notre agriculture productive, elle est destructive, et elle détruit beaucoup. Elle détruit les engrais qui existaient, qui n'existent plus, les pesticides qui existaient, qui n'existent plus, le carburant qui a été brûlé par le tracteur qui perd de la valeur tous les ans. Donc si on soustrait les valeurs détruites dans le processus de production, et si on ne calcule que la valeur ajoutée à l'hectare, la production totale moins les valeurs détruites, il reste une valeur ajoutée, la vraie productivité du paysan, et bien là, elle s'accroît, même s'il n'y avait pas le logo, même s'il n'y avait pas le label, même s'il n'y avait pas le prix supérieur. Pour le colza, j'en conviens, non, mais pour les céréales, c'est égal, et pour les autres productions telles que le lait, la valeur ajoutée s'accroît d'emblée du fait des moindres coûts, des moindres destructions. Et si en plus, on rajoutait la destruction de l'humus, si en plus, on rajoutait les perturbateurs endocriniens, tout ce qui nous coûte et ne figure pas dans le prix. Vous savez que le lait pas cher, on coûte très cher. Nous, vous payez des impôts pour retirer les algues vertes du littoral breton. Nous, tous, nous payons notre eau potable très cher pour qu'elle n'ait pas d'atrazine. Tous ces coûts ne sont pas dans le prix du produit, mais nous le payons. Donc oui, l'agriculture moderne de demain, c'est bien celle qui va nous permettre d'accroître chez nous la valeur ajoutée, pas nécessairement accroître le rendement à l'hectare, et qui va nous éviter tous ces coûts cachés, toutes ces externalités négatives, disent les économistes, tous ces coûts qui ne sont pas dans le prix du produit, mais qui nous coûtent quand même très cher. Et pour la jeune génération, je n'ose même pas mettre en termes monétaires une maladie de Parkinson 10 ans plus précoce que pour les gens de ma génération. Parkinson, Alzheimer, cancer hormonodépendant. L'agriculture moderne de demain, ce sera celle-là. Dans les pays du Sud, on peut d'emblée accroître les rendements. Dans les pays du Sud les plus déficitaires, on peut d'emblée accroître les rendements. Alors, quelques photos et on laisse le débat. Bon, ça, c'est des associations graminées, légumineuses, en prairie. C'est précisément ça qu'il faut. Graminées, c'est le carbone. La légumineuse, c'est l'azote.
et ça nous fait des rations animales équilibrées, et ça fabrique de l'humus dans les sols. Ça, c'est la luzerne endérobée dans un blé, dans l'orge. Une fois l'orge récoltée, c'est la luzerne. Vous aurez une couverture végétale permanente. La luzerne va recouvrir pendant l'été. Pas un rayon de soleil va tomber à terre. Et la légumineuse, la luzerne, va apporter de l'azote pour nos protéines, enfin les protéines animales, et restituer de l'azote dans les sols pour la culture qui viendra l'année d'après dans la rotation. Excusez-moi, je voulais vous montrer les pommiers dans ma Normandie. J'aurais au moins pu choisir la race normande. La haie, et ses 3 étages. Dans la bande enherbée, les carabes qui vont neutraliser les limaces. Dans la frange arbustive, les coccinelles et les insectes pollinisateurs. Et le plus haut, éventuellement rôle de brise-vent, et éventuellement supplément fourrager, si l'arbre est fourragé. Ici, vous êtes sous culture de noyer, culture de blé dur. Moi, on m'avait enseigné qu'on ne pouvait jamais rien cultiver sous des noyers. Avec un écartement qui, certes, est celui de la moissonneuse-batteuse, parce que le blé va être récolté par la moissonneuse-batteuse. Vous voyez que l'hiver, c'est le blé dur qui recouvre la surface, et l'été, ce sera les feuilles de noyer. Mais le noyer débourre tardivement, ne fait pas trop d'ombrage au blé. Bref, les rayons du soleil tomberont sur des feuillages, peut-être pas en totalité pendant l'été, mais il y aura encore de la photosynthèse. Le noyer va chercher des éléments minéraux en profondeur, ça va se retrouver dans les feuilles, la ferme tombe à terre, ça apporte le carbone de la photosynthèse, les éléments minéraux pris de la profondeur, et en plus, vous avez les synergies entre noyer, blé dur et champignons mycorhiziens. Nous sommes dans les pays du Sud, nous sommes au Niger, nous sommes là où on envoie des troupes, là où il y a des gens qui ont faim, là où agriculteurs-éleveurs se disputent les ressources. Eh bien, regardez le mil ici, en comparaison à là. Ça va être 2 à 3 fois supérieur, enfin même plus. Cet arbre, c'est une légumineuse, il fixe le carbone, photosynthèse, l'azote, c'est une légumineuse, les éléments minéraux, il y a des racines profondes, il développe ses feuilles en saison sèche, donc il y a encore de la photosynthèse en saison sèche, il perd ses feuilles en saison des pluies, il ne fait pas trop d'ombrage à la céréale qui est en dessous. Et alors du coup, écoutez, allons-y, cultivons ce parc arboré. Nous sommes toujours au Niger, enfin, c'est le Mali, mais c'est les mêmes conditions, et là, c'est l'ensemble de la parcelle sur lequel le rendement va être 2 à 3 fois supérieur. En 15 ans, vous multipliez par 2 ou 3 le rendement. Bon, les associations de culture, ça c'est à Java. Enfin, vous voyez que dans un grand nombre de pays du Sud, on peut d'emblée accroître les rendements à travers ce qu'on appelle l'agroforesterie. Ici, vous avez la papaye, vous avez le caféier, vous avez des arbres fruitiers, vous avez aussi des arbres d'ombrage qui sont des légumineuses qui fertilisent le sol en azote. Ce que vous voyez là, chez nous, ça paraît brouillon, parce que c'est pas en ligne, etc. Ben, figurez-vous que c'est savant. L'agroforesterie, c'est savant. Enfin, je vais en rester là pour qu'on puisse débattre et répondre à vos questions. Mais en tout cas, sachez que si la question n'était que technique, nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière avec une agriculture biologique, c'est techniquement possible, c'est parfaitement possible. Il y aurait toutes les raisons, si la question n'était que technique, d'être résolument optimiste.